Radio Sous Pente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission Aracaille du 5 novembre 2024. Une émission dans laquelle nous allons porter notre regard en marge sur l'art et dénoncer les sales coups de la politicienne en toc. Et nous intéresser, pour la partie artistique, à une exposition du musée Picasso consacrée à Jackson Pollock, mais à ses débuts, pas à la période du dripping, mais avant le dripping. Ouais, salut à tous, vous pouvez mettre un petit mot artracaille@orange.fr. 1948, the natives were expelled from the land of their ancestors, their homes and cities shelled. From the traitors in Transjordan to clandestine British demand by the settlers' army that rampaged across the land. Oh Palestine, we hear your desperate plea that once again across the land your people can be free. Oh Palestine, your people live in fear. We demand your emancipation from the river to the sea. 1967, Israel did invade to conquer and to colonize what little had remained. The people of old Palestine, once again their fate entwined with the Zionist occupation of their homes and weary mind. Oh Palestine, we hear your desperate plea that once again across the land your people can be free. Oh Palestine, your people live in fear. We demand your return to the sea. In 2023, they've come a final time to destroy your homes and families with a murderous, lethal design. The bombs overhead are falling as our leaders continue their lies. The sky does glow and the blood it flows as we hear the children's cries. Oh Palestine, we hear your desperate plea that once again across the land your people can be free. Oh Palestine, your people live in fear. We demand your emancipation from the river to the sea. We stand with your emancipation, your people will be free. Et la chanson Ô Palestine, interprétée par Seth Staten Watkins. Une très très chouette découverte, un Irlandais. Gaza, 1956. La BD qui tue. De Joe Sacco, un Amerloc qui ne mâchonne pas du chewing-gum, mais qui crache son dégoût de l'assassinat. À Gaza, à Rafah, dans les années 50. Une hallucinante histoire dessinée, un témoignage, pas depuis un studio confortable de dessinateurs de BD New York, mais sur le terrain des exploits meurtriers des coloniaux israéliens qui se bouffent la Palestine toute crue. Page après page, tu saignes. Tant d'hommes jeunes et moins jeunes alignés
dos au mur de leur rue et flingués plein pot par des dingos assoiffés du sang des innocents qui s'affalent sous les balles de leurs flingues. Une époque où il semble que ces têtes de cons d'assassins sionistes épargnaient encore les femmes, les enfants et les vieillards de leur fête à neuneux du meurtre. En 2024, plus de différence. Tout le monde y passe, et les enfants, et les femmes, et les vieillards, les chiens, les chats, les oiseaux et les rats, les fourmis et les cafards. Alors que ceux qui ne savent pas, que ceux qui savent et font semblant de ne pas savoir, que tous les violeurs de la vérité, les profiteurs du mensonge, sont priés de se la fermer et de ne pas nous encrasser la tronche avec leurs bobards insanes. Et tout ce boxon sanguinaire ne date pas d'hier, mais de bien avant-hier. Qu'on nous a brûlé le mou avec les tronches bonhommes des Ben Gourion, des Goldamer et autres histrions au service de la propagande sioniste. Des malandrins, des coupe-jarrets, des sicaires, plutôt que tout autre adjectif pour les qualifier. Et ces malformations humaines sont toujours là, pour un quadrille au bal des vampires d'un Polanski. Ils sont à la tâche dans toute la Palestine et depuis peu au Liban, en Syrie et bientôt en Iran, en Arabie, au Yémen. Gaza 56, un hors d'œuvre, où déjà se profile la suite que nous vivons aujourd'hui, que nous vivons dans nos petits intérieurs douillets, sans les bombes et la mitraille, mais avec le cauchemar du lendemain qui va nous arriver comme 2 tonnes d'explosifs sur la gueule. Nous sommes tous des assassins. Notre éloignement de ce conflit génocidaire ne nous absoudra jamais du délit de non-assistance à personne en danger, de pays en danger, de peuple en danger, de civilisation et de culture en danger. Gaza 56 nous entr'ouvre une fenêtre. Notre boulot d'aujourd'hui, tenter qu'elle reste ouverte, qu'on puisse regarder en pleine face et qu'on écoute les ricanements de la Camarde qui accompagnent les meurtres du colonialisme sioniste. Un colonialisme encouragé par l'Europe, les Amerlocs, et approuvé par l'ONU. Pour virer le maximum de juifs de ces pays en leur refilant une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Une bonne grosse blague d'antisémitisme maladif, qui aurait bien fait marrer l'Adolphe, qui doit bien le faire marrer aujourd'hui avec son pote le diable, qui à la fin d'un banquet infernal s'est mis à chanter le diable. Ça va, il y a toujours un peu partout des feux illuminant la terre, ça va. Les hommes s'amusent comme des fous aux dangereux jeux de la guerre, ça va. Oui, je radote un peu, beaucoup, à la folie. Comme le monde, comme une poussière de ce monde qui cavale à perdre haleine à sa perte. Pas la pollution qui va nous anéantir, mais la connerie, la nôtre. La tienne, la mienne. Qui décrète qu'un tel ou un tel a le droit ou l'interdiction de vivre. En 1956 en Palestine, en 2024 en Palestine. Et aujourd'hui, devant mon miroir, je tente un dernier sourire. D'encore vivre, que je me pose pas la question de jusqu'à quand et pourquoi. Mais que le pourquoi, le comment ont paumé leur boussole, et avec celle-ci, le chemin de la route de la sagesse. Sage et con à la fois. Sans chemin, les sentes à sauvagine peut-être bien. Si les animaux les parcourent pour que pas nous, le goudron, ça y en a pas bon, ça pue. Qu'à côté, la sauvagine, c'est un parfum quasi céleste, comme celui de la sainteté.
Ouais, alors ce livre, Gaza 56, moi je l'avais découvert, j'avais découvert à la bibliothèque de Montreuil, d'ailleurs je l'ai réemprunté là pour l'occasion. C'est un livre qui a été édité en 2010 et effectivement qui est très peu connu. D'ailleurs, ce qui s'est passé à Gaza en 56, c'est un épisode dont on ne parle pratiquement jamais. Et ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que Joe Sacco, qui vient de publier Guerre à Gaza, toujours chez Futuropolis, c'est un petit livre qui coûte 6,90 €, qui est disponible actuellement en librairie. Mais Gaza 56, on peut effectivement le commander aussi, il est tout à fait réédité, il n'y a pas de souci. Alors, moi, dans les infos que je peux récupérer de semaine en semaine, hein, souvent grâce effectivement à tout ce qui circule sur le site de l'UJFP, qui est quand même, qui fourmille d'infos d'un peu partout, il y a beaucoup de lecteurs du journal Haaretz, et là, le dire Haaretz, qui est un journal de gauche en Israël, dans lequel travaille Gideon Lévy, qui effectivement n'a pas peur d'affirmer ses opinions. Et là, c'est le directeur, justement, qui vient de dénoncer les crimes contre l'humanité du régime israélien et qui qualifie les Palestiniens de combattants de la liberté et qui évoque même une seconde Nakba à Gaza. Donc il appelle à des sanctions internationales contre Israël qui commet un apartheid. Donc c'est l'éditeur du plus grand journal israélien, il s'appelle Amos Shokan, et il met: le gouvernement Netanyahou impose un régime d'apartheid cruel à la population palestinienne, tout en combattant les combattants palestiniens de la liberté qu'Israël qualifie de terroristes. Ce qui se passe actuellement est une seconde Nakba. C'est dans le journal Haaretz. C'est quand même important de souligner ce courage. Les Palestiniens sont des combattants de la liberté. Des sanctions devraient être imposées à Smotrich, Ben Gvir et à l'armée israélienne pour avoir perpétré une deuxième Nakba à Gaza. Alors, en réponse, le gouvernement israélien a décidé de suspendre ses publicités dans Haaretz, et après que Amos Shokan est appelé à des sanctions internationales contre le régime israélien, et le ministre de la Justice israélien, lui, a annoncé un projet de loi pour punir de 20 ans de prison tout Israélien qui prendrait des sanctions contre Israël. Donc je ne sais pas quel sera l'avenir de ce journal. Alors, on sait que souvent le Mossad n'assassine pas directement les Israéliens, ce qui permet à des gens comme Gideon Lévy, des journalistes comme Gideon Lévy, d'être encore en vie et de pouvoir écrire. Parce qu'on peut rappeler qu'il y a 140 journalistes palestiniens qui ont été assassinés et que la presse internationale ne peut pas mettre les pieds à Gaza. Alors, toujours dans Haaretz, ça c'était le 22 octobre, un article qui précise que Netanyahou vend Gaza à des milices privées. Alors ça c'est pareil, c'est un article qui fait un peu froid dans le dos, alors que les adversaires de M. Netanyahou le critiquent souvent pour son absence de plan organisé pour Gaza au lendemain de la guerre. Et ben, dans la pratique, un tel plan est mis en œuvre par des actes. Tout d'abord, il s'agit bien d'occuper des grandes parties de Gaza, hein, on voit bien, d'expulser les habitants, on détruit leurs maisons, de paver de nouvelles routes, de construire des avant-postes militaires et d'autres infrastructures pour le long terme. Et actuellement, cela se fait également en proposant un plan visant à transférer le contrôle civil de Gaza à des entreprises privées qui seront payées pour cela. Le gouvernement s'est éloigné de l'intention qu'il avait annoncée en février sous la pression américaine, de transférer le contrôle civil de Gaza à des acteurs locaux ayant une expérience administrative, qui ne sont pas identifiés avec des pays ou des organisations qui soutiennent la terreur, entre parenthèses le Hamas. On pense plutôt à l'autorité palestinienne dans ces cas-là. Ensuite, il avait été prévu de transférer la responsabilité de l'aide humanitaire à Gaza aux forces de défense israéliennes, un euphémisme pour désigner un gouvernement militaire. Et aujourd'hui, en raison de l'opposition de l'armée à être impliquée dans la distribution de l'aide, la décision d'engager une société privée israélo-américaine pour s'occuper de cette question est en train de prendre forme. Il y a une entreprise qui a été contactée, qui s'appelle GDC, qui est un entrepreneur militaire de ceux qui ont inondé l'Irak et l'Afghanistan pendant l'occupation américaine de ces pays. Et les études qui ont été en Irak et en Afghanistan après les désastres américains. Et les nombreuses études qui ont été menées sur ce système au fil des ans ont révélé qu'il comportait d'énormes risques. Ce sont des sociétés mercenaires et le respect du droit international et des normes internationales soulève de grandes questions. Donc voilà où on en est actuellement pour Gaza. Et
voilà, ça veut dire qu'effectivement, on va essayer le cauchemar continue. C'est un cauchemar qui va continuer parce qu'effectivement, même s'il reste des survivants à Gaza, ils ne pourront pas bouger un orteil parce qu'il y aura des mercenaires qui seront là. Et c'est surtout aussi pour éviter que l'autorité palestinienne puisse prendre quelques contrôles sur la bande de Gaza, quoi. Il y a quand même encore 2 millions de Palestiniens à Gaza. Bah, il reste plus de millions à Gaza. Hein. Bah si. Ouais, enfin. Non, parce qu'il y en avait plus de 2 millions, il y en avait 2,5 millions. On verra quand ça... S'ils en ont tué 500 000, il en reste encore 2 millions. Qu'est-ce qu'ils vont en faire de ces 2 millions? Ils vont les mettre sous contrôle de ces mercenaires, avec une reconstruction. Enfin, là, c'est parce que l'article laisse supposer, avec des infos qui sont des infos vérifiées, puisque c'est dans le journal Haaretz, donc cette société a bien été contactée, effectivement, quoi. Et il y a aussi toujours cette interdiction de l'UNRWA qui a été adoptée par le Parlement israélien, une écrasante majorité, et ce malgré les pressions internationales, d'un texte interdisant les activités sur son territoire de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Donc là, on est dans une nouvelle étape aussi dans la négation du peuple palestinien et de son droit à disposer d'un État. On rappelle que l'UNRWA a été créé par l'ONU suite à la création de l'État d'Israël, justement pour permettre aux Palestiniens d'avoir de l'aide humanitaire, de pouvoir scolariser les enfants, de pouvoir nourrir la population. Et là, Israël vient d'interdire la présence de l'UNRWA, quoi. Donc, en niant la légitimité de l'UNRWA, l'État d'Israël, en fait, nie bien sûr l'existence de ces réfugiés palestiniens, les conséquences des conflits qui ensanglantent cette région dans le monde depuis 80 ans, et concrètement, c'est une autorisation de chasser les Palestiniens de Jérusalem-Est, un blanc-seing pour la poursuite de la colonisation en Cisjordanie, et une condamnation à mort par la fin des Gazaouis qui auront survécu au bombardement, puisque c'est par le biais de l'UNRWA qu'on peut encore arriver à avoir quelque aide humanitaire, quoi. Et dans la bande de Gaza, sous blocus israélien, 2 millions de personnes dépendent effectivement de cette aide humanitaire qui entrait au compte-gouttes dans l'enclave, et en empêchant cette aide, qui selon l'ONU est irremplaçable et indispensable, Tel Aviv ne peut plus nier sa volonté d'épuration ethnique et génocidaire afin de faire place nette sur ce territoire. Voilà, on peut rappeler que ce texte a été adopté à la Knesset par 92 voix contre 10. Et il y a eu 18 députés qui se sont abstenus et, comme on dit, qui ne dit mot consent. Il y a juste des députés de deux partis, je pense vraiment de gauche, qui se sont abstenus sur ce vote-là. Donc, quand on discute justement sur le peuple israélien, même si on ne doit pas comparer un peuple à ses dirigeants, là, il y a quand même une volonté politique que le peuple israélien, que les élus israéliens ne se manifestent pas non plus. Enfin, oui, alors quand on met tout sur le dos de Netanyahou, mais je veux dire, c'est le gouvernement israélien en entier qui est coupable. C'est pas que Netanyahou. Voilà. Si ce Parlement avait une volonté humanitaire, hein, je sais pas comment dire, ça m'anéantit tout ça. Eh bien, on pourrait effectivement à ce moment-là accabler Netanyahou, mais Netanyahou c'est le reflet de son gouvernement, ou le gouvernement c'est le reflet de Netanyahou, peu importe, mais il n'y a aucune excuse à ces gens-là pour ces gens-là. C'est eux qui sont génocidaires, c'est eux qui massacrent, c'est eux qui sont responsables de la famine à Gaza, etc. Voilà. Et là, c'est un article qui est paru avec Jewish for Peace, les Juifs pour la paix. Donc ça se passe là, on retourne en Cisjordanie, et l'armée israélienne, donc on sait, détient des Palestiniens, les comptes et les tortures avec un niveau de déshumanisation incroyable. On avait de Gaza à la Cisjordanie occupée, l'armée israélienne donc commet des atrocités. Et hier, il y a eu un raid de 12 heures dans un village de Cisjordanie occupée. Il y a eu 20 prisonniers palestiniens qui ont été arrêtés. Donc un acte d'intimidation flagrant. Et là, on est un peu dans ce que tu lis dans Gaza 56. On rassemble les hommes, les soldats leur bandent les yeux, les menottent. Et en fait, ce qu'ils ont fait... Ils les tuent.
Là, ils les ont pas tués, ils les ont mis en prison, Oui, mais ils ont inscrit un... Ça, c'est ce qu'il raconte. Oui, parce qu'il y en a qui après, je pense, pu quand même être libérés. Mais c'est surtout que quand on parle de pratiques nazies, là, en fait, pour les déshumaniser, ils leur ont mis un chiffre sur le front. C'est-à-dire qu'ils les appellent même pas par leur nom. Tatoué. Bah, ils n'ont pas tatoué, mais ils ont inscrit un chiffre. Et tout le reste de leur détention, en fait, ils sont appelés par ce chiffre-là, quoi. Et il y a Osama Chahem qui venait d'être libéré de sa détention administrative. Donc on sait ce que c'est, une détention administrative, c'est un emprisonnement militaire sans fondement qui peut durer, comme Salah Hamouri, même jusqu'à plusieurs années. Et lui, donc les soldats, bien sûr, dans ces cas-là, attaquent la maison et donc avaient mis ce chiffre, lui c'était le numéro 17. Et en général, il y a arrestation, ils se font battre. Enfin, c'est vraiment... voilà, avec les USA comme collaborateurs, effectivement, l'armée, les colons israéliennes et les colons israéliens poursuivent ce but du sionisme, un maximum de terre avec un minimum de Palestiniens. Donc on est toujours dans ces mêmes raisonnements. Et là, je parlerai après dans la partie artistique du film que j'ai vu, No Other Land, qui a été primé à la Biennale du cinéma de Berlin. Et qui raconte l'histoire de massacre d'une région qui a un ensemble de villages où petit à petit l'armée israélienne vient détruire les maisons sous prétexte que c'est un terrain militaire. Et donc il y a un jeune palestinien de ce village qui va tout filmer, et là il y a un jeune israélien qui habite un petit peu plus loin qui le retrouve, et ensemble ils vont faire ce film, ils vont être 4 à monter ce film, 2 Israéliens, 2 Palestiniens, et le jeune Israélien est journaliste et lui essaye de faire des articles et de faire porter cette parole quand il passe sur des chaînes de télé. Malheureusement, ça n'a pas beaucoup d'impact, et on voit vraiment comment l'armée israélienne détruit les maisons et comment après même les colons vont venir aider, sur ces terres-là, aidés par l'armée, enfin tous. Et rappeler à ceux qui nous écoutent, si on nous écoute, que ce genre de comportement de la part des Israéliens, de l'armée israélienne et des colons, ça a commencé en 1947, voilà, avant même l'indépendance d'Israël, enfin la création de cet État bidon d'Israël. Ces pratiques-là étaient, on se souvient de Deir Yassin, etc., où des villages entiers étaient rasés et voilà. Supprimer des cartes ou des... Comment ça s'appelle les choses où il y a en France, par exemple, il y a des archives de toutes ces choses-là, quoi, des terrains, des maisons, etc. Les cartes d'état-major. Voilà, et puis non, c'est le cadastre. Ah oui, le cadastre, effectivement. Et là, en Palestine, si vous voulez, les villages ont été carrément effacés des cadastres. Il n'y a plus leur emplacement, leur nom, etc. Et vous vous souvenez dans nos livres d'histoire, quand on lisait des trucs vraiment foufous, des choses tellement dingos qu'elles étaient difficiles à croire, genre un type qui décide de tuer plein de gens d'un coup. On se disait c'est incroyable, mais comment c'est possible que personne n'ait rien fait pour empêcher ce zinzin? Pourquoi on a laissé faire des choses aussi terribles? Les gens à l'époque, ils étaient vraiment inhumains. On était là avec nos appareils dentaires à se dire ouah, chaud, sans savoir qu'on deviendrait nous aussi ces gens qui laissent faire. Parfois la vie c'est rigolo. De devoir expliquer à mes enfants pourquoi on n'a rien fait à part tweeter. Et vous vous souvenez des photos de Chamier et qu'on se demandait qu'on devait continuer à comme si de rien n'était. Maintenant on sait quand ils faisaient pour boire leur café le matin, pour se dire tiens je mangerais bien un petit cachou, pendant qu'au même moment on massacrait des gamins. Ils faisaient comme nous, ils ne faisaient rien, c'était des grosses merdes. Bon peut-être quand même ils devaient verser leurs petites larmes. Et nous on est pareil, on est des grosses merdes, mais un peu moins grosses que celles qui fournissent les armes. J'espère mourir avant de devoir expliquer à mes enfants
être morte et enterrée. Quand les prochains livres d'histoire seront primés, et ne jamais croiser le regard des futurs ados, quand ils se diront « Ouah, chaud ». C'était Gidré, j'espère mourir avant.